La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Hexagone, actualité. Le député de Guadeloupe et membre du groupe Lyot, Olivier Servat, en collaboration avec l'association Songer, dont la présidente est Guylaine Mondor, ont organisé un colloque salle Victor Hugo à l'Assemblée nationale ayant pour thème 60 ans du Bumidum, hommage aux travailleurs des Outre-mer. Un documentaire a été projeté avec des témoignages parfois émouvants de personnes qui avaient quitté leur région pour l'Hexagone avec beaucoup de mauvaises surprises une fois sur place. La soirée s'est poursuivie par un débat avec diverses questions du public, nombreux voulant tout comprendre sur l'idée même de créer une telle structure qui a incité nombre de nos compatriotes à partir pour le pire ou le meilleur. Suivez le reportage réalisé pour vous. Je voudrais saluer la présence du député Bertrand Pancher, président du groupe Lyot, qui nous dira quelques mots. C'est mon président du groupe Liberté Indépendant Outre-mer Territoire. Quelle fierté pour moi d'avoir pu créer, au bout de 250 ans d'Assemblée nationale, un groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale. Je vous salue toutes et tous, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas encore. Je voudrais tout particulièrement saluer mon ami Firmin Richard, qui nous fait l'amitié, la délicatesse et le plaisir d'être l'invité d'honneur de cette manifestation-là. Elle est toute désignée pour pouvoir nous éclairer, elle aussi, de son expérience, de son savoir concernant cette période de l'histoire qui nous a toutes et tous marqués. Puisque nous avons déjà un petit peu de retard, je ne perdrai pas plus de temps et je vous dirai encore bonne soirée. Merci de votre présence. Très ému en nous voyant tous et toutes aujourd'hui, nombreuses. Et je voulais vraiment vous dire combien il est important que la communauté ultramarine et antillaise qui vit dans l'Hexagone et notamment dans la région parisienne se retrouve de façon à nous permettre évidemment de nous voir, d'échanger ensemble et de nous permettre de vous faire rendre, vous ayez vraiment conscience que vous êtes ici aussi chez vous à l'Assemblée nationale. Je suis ému parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire du Bumidum. Et c'est un peu fou d'ailleurs, parlementaire, 4e mandat de parlementaire. Ma réaction quand Olivier m'en a parlé, je dis c'était vraiment d'ailleurs incroyable que je ne connaisse pas cette histoire et incroyable que les Françaises et l'ensemble des Françaises et les Français ne connaissent pas cette histoire. On a d'ailleurs passé notre temps à mettre sous le tapis des histoires qui n'étaient pas très glorieuses ou en tout cas qui avaient mal sa place dessous ce beau slogan de la République française, liberté, ok, on sait ce que c'est, égalité, on sait un peu moins ce que c'est, mais alors fraternité, on n'en parle jamais. Il me semble vraiment important qu'on passe notre temps en permanence à réconcilier l'histoire, les Françaises et les Français avec leur histoire. Comment seulement aborder aborder un peu partout et comme il faut le faire les questions liées à l'esclavage et même dans ce domaine. Moi, Olivier, tu allais visiter votre très beau musée en Guadeloupe cet été. Moi-même, mon épouse, en sortant, on se disait, mais on ne pensait pas que ça avait touché autant de personnes dans le monde et avec autant de conséquences, vous voyez. À la sortie de cette visite qui m'avait beaucoup ébranlé, je pensais aussi qu'il était vraiment important qu'en permanence on ait bien ça en tête, parce que si on ne comprend pas ça, on ne connaît pas comment on est fait, on ne connaît pas d'où on vient, on ne connaît pas les difficultés qui sont les nôtres à nous intégrer, bref, on n'est pas français. On n'est pas français, quoi. Et comme on a envie vraiment que ce beau peuple français travaille de façon unie, on a vraiment ce devoir de mémoire en permanence. Chère Firmin, chers intervenants, mesdames et messieurs, alors les membres de l'association Songer et moi-même sommes honorés
d'avoir été associée à l'organisation de ce colloque consacré aux 60 ans du Bibidom. Lorsque nous avions organisé en mars dernier à Saint-Denis, dans le cadre de la quinzaine antiraciste et solidaire, une table ronde sur la migration des originaires d'outre-mer vers la dite métropole désormais nommée Hexagone, grâce à votre initiative, monsieur le député, nous étions loin de penser que cet événement nous mènerait dans ce haut lieu qu'est l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors c'était un signal fort pour les originaires des départements ultramarins. Elle prouve que l'histoire du Bibidom, nommé aussi Bibidom en créole, a enfin toute sa place dans le débat public, pas uniquement sur les territoires concernés, mais aussi au niveau national. Alors pour en avoir discuté avec les familles impactées par cette odyssée, notamment lors de la diffusion de mon court-métrage Bibidom, immigration réussie, point d'interrogation, ce colloque restera un événement majeur pour elles, oui, enfin la reconnaissance de la République, de leur parcours qui a bouleversé leur vie, mais aussi celle de nos territoires. Songer signifie se souvenir en créole. Alors notre association a une vocation mémorielle. Cette année, elle a organisé la commémoration hommage aux victimes de l'esclavage colonial au niveau départemental à Saint-Denis, le 23 mai, mais aussi culturelle, permettre au plus grand nombre de partager notre histoire intrinsèque, qu'elle est à celle de l'Hexagone. D'ailleurs, nous avons pu être témoins en mars dernier et encore aujourd'hui, par votre présence, de l'intérêt que suscite l'histoire du Bibidom. Voilà, et donc pourquoi se souvenir, nous disent certains, pourquoi rassasier le passé, pourquoi parler de cette histoire douloureuse? Eh bien, nous leur répondons tout simplement parce que notre présent et notre futur sont conditionnés par ce passé, et une meilleure compréhension donc nous arme pour construire un avenir plus serein. Pour terminer, je tiens à nouveau à saluer avec vigueur et reconnaissance la volonté de monsieur le député Olivier Servat de mettre en lumière l'histoire du Bibidom au sein de l'Assemblée nationale et son engagement personnel dans ce devoir de mémoire et de transmission. Je vous remercie. Le Bumidom a été créé en 1963 par Michel Debré sous la présidence du général de Gaulle. De 1963 à 1981, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer a organisé le déplacement vers la métropole de plus de 70 000 personnes vivant en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. La société d'État du Bumidom avait pour objet de contribuer à solutionner les problèmes démographiques. Ses missions étaient multiples: formation professionnelle des futurs migrants, regroupement familial, gestion des centres d'hébergement. Trop souvent, l'accueil des migrants en métropole n'était pas à la hauteur des promesses que l'État leur faisait miroiter, créant un sentiment d'abandon et de mal-être. Je suis né à La Réunion, au Bois-Neuf-Saint-Paul. Cette commune se trouve dans le département de La Réunion, 97,4. Je viens de la Guadeloupe, plus spécialement des Trois-Rivières. Ma mère rayonnaise est venue par le Bumidom. C'était super mon enfance, avec des parents agriculteurs, mais ma mère a été femme au foyer, mais elle s'occupait bien de nous, on était 4, un frère et 2 sœurs. Et j'ai fait ma scolarité à La Réunion jusqu'en première. Très jeune, je suis parti vivre avec ma grand-mère. Vous savez le rôle des grand-mères dans nos départements d'origine. Et donc ma grand-mère est morte aussi, j'avais à peine 9 ans. Après j'ai grandi, j'étais à l'école, j'étais jusqu'à la classe de 3e. J'avais entendu parler, parce que j'avais des cousines qui étaient venues ici aussi, avec le Bumidom. Mais je ne m'intéressais pas plus que ça. À l'âge de 18 ans, il y avait des jeunes qui disaient « Ouais, moi je pars bientôt, je pars avec le Bumidom, on nous propose des stages. » Alors j'ai été passer l'examen pour partir aussi, comme tout le monde. Et puis donc j'ai réussi l'examen. On m'a dit « Bon, il y a un stage de peinture qui va commencer en Touraine. Est-ce que ça vous dit ?» Ben, j'ai dit « Parfaitement. » C'est venu en métropole est venu un peu par hasard. Parce que je passais tous les concours à La Réunion, soi-disant pour avoir un travail, ce qui était le but. Mais
j'avais échoué tous les concours. J'ai réussi celui de Dieppe, mais je ne savais pas que c'était pour venir en métropole. L'important, c'était de voyager. Je n'ai même pas cherché à savoir qu'est-ce que ça voulait dire le Bumidum à l'époque. Intérieurement même, je ne voulais pas trop venir. Mais c'était surtout pour le travail, que je ne voulais pas être dépendant des parents. On était à peu près une trentaine de Rayonnaises qui avaient embarqué ce jour-là, le 7 septembre. Et on est arrivé ici à Orly à 10h. J'ai été accueilli à Paris. Et été accueilli à Paris par les représentants du Bumidum qui nous ont accompagnés dans un hôtel. On était avec les autres passagers, mais on nous avait regroupé les 30 Dieppoises, futures Dieppoises, dans le même coin de l'avion, quoi. Comme c'était la première fois qu'on prenait l'avion, on était un peu étonnés. On voyait certaines filles qui pleuraient. Quand ma mère elle me raconte qu'elles étaient donc déjà parquées dans un coin de l'avion pour qu'elles restent entre elles. Alors on peut avancer deux arguments. On les regroupe pour les rassurer, mais on les regroupe aussi de façon assez stigmatisante. J'ai fait ma formation de peinture et puis quand j'ai exercé, j'ai eu le temps d'exercer quand même un petit peu, me faire un peu de sous. Arrivé en France, on nous avait dit que c'était une formation pour élèves infirmiers. Le centre était destiné pour les domiens, pour avoir la formation sanitaire et sociale, mais administrative aussi. Il m'a fait monter à Paris, donc j'étais hébergé, il m'a trouvé une chambre, j'étais hébergé dans ma chambre. Et ensuite, j'avais un frère aussi qui était là, qui était à la RATP, qui m'a dit « Bon, tu vas passer l'examen pour entrer à la RATP ». Et donc j'ai passé l'examen, donc j'ai réussi l'examen pour entrer à la RATP. On leur a pas expliqué qu'il y a 4 saisons qu'elles vont vivre. Parce que le dire à l'école qu'il y a des saisons en France, c'est une chose. Mais le vivre ici quand on arrive en plein automne, c'est autre chose. Donc il a fallu effectivement qu'on leur fournisse une sorte de trousseau. Naturellement, on ne passait pas inaperçu dans Dieppe, puisqu'on n'avait pas d'autres manteaux. On n'avait pas prévu cet habit dans nos valises. Alors naturellement, lorsque le mercredi, ou bien dans l'après-midi, puisque les cours étaient de 9h jusqu'à 16h, et ben, quand on descendait en ville de Dieppe, et ben, on nous reconnaissait grâce à notre manteau. Et on nous appelait les péfates. Ce qui a été surtout difficile, c'est pour le logement, dès qu'on a quitté Dieppe. Parce que si on n'avait pas de famille ici, on partait dans un foyer. Le foyer Orphila, dans le 20e. C'est le seul que j'ai connu, ainsi que celui de Filles du Calvaire. On est anxieux quand même, on quitte sa famille, on quitte une vie, on quitte les amis. Mais comme en même temps, on avait pas mal d'amis, on avait fait les mêmes démarches en même temps, donc on allait se retrouver sur Paris. Pour avoir des nouvelles de ma famille, j'écrivais à ma famille tous les semaines. C'était un engagement, je vais dire, vis-à-vis de ma famille, parce que mes parents, ma mère surtout, elle tenait à avoir mes nouvelles tous les semaines. Et elle disait surtout, Francine, oublie pas nous. Si j'écrivais pas, c'était quelque chose... j'avais l'impression que mes parents n'auraient pas compris de ne pas avoir de mes nouvelles. La majeure partie des personnes qui partaient, ils disaient bon la France, ensuite ils envoyaient des photos, on voyait que les gens étaient plus ou moins bien. Donc pour nous, on avait une image que bon, eh ben là-bas, quel que soit Alpha, on va trouver du travail, on va se débrouiller, puis on va pouvoir vivre correctement. Beaucoup de ces
de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, ont senti un basculement. La vie d'avant, la vie de maintenant, et puis la peur du futur. Donc il ne faut pas oublier que certaines d'entre elles se sont suicidées. Certaines d'entre elles sont parties. Donc quand je dis elles sont parties, c'est-à-dire qu'elles ont quitté l'internat. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Je pensais souvent au cas s'il arrivait quelque chose d'urgent. Et ça, pour moi, ça me pèse jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ça me coûte à penser s'il y a quelque chose d'autre qui arriverait. Aux Antilles, Guyane et à La Réunion, les codes sociaux ne sont pas du tout les mêmes que dans la France des années 60, 70, 80. Là, maintenant, on parle du racisme. Mais dans les années 70, on en a bavé aussi, madame et messieurs. On en a bavé. Je suis arrivé ici, j'ai passé le concours au mois de mars. Esquirol m'avait appelé pour le mois d'avril. On m'avait demandé quand est-ce que je pourrais prendre mes fonctions. J'ai donné la date du 16 avril, mais sans regarder quel jour que ça tombait. Et c'était un dimanche. Le vendredi, je suis partie quand même me présenter à la surveillante. La surveillante ne me connaissant pas, on avait déjà catalogué que j'étais marocaine. J'ai fait toute ma carrière à la RATP et en même temps, j'ai passé mes diplômes de football, mes diplômes de sport. À la RATP, j'ai entraîné l'équipe des Dom-Tom de la RATP. Mais au fait, j'ai entraîné cette équipe des Dom-Tom par défaut. Mais dans le service où j'ai été affecté, il y avait un rayonné. Vu mon nom, cette personne a dit non, c'est pas possible que c'est une Marocaine. Le président du club de la RATP à l'époque devait me nommer entraîneur de l'équipe. Il m'a dit bon, René, je vais te nommer entraîneur vu que tu as passé ton diplôme. Fait un déplacement à Berlin avec l'équipe. Et puis au retour, il me dit bon, tout compte faire au dé, tu vas attendre encore un peu. On n'est pas encore prêt pour avoir un noir entraîneur. Là, je dis que j'ai été victime de racisme. On vous avait fait bien comprendre que on était venu prendre plus ou moins le travail des métropolitains. Le Bumidum parle d'une jeunesse qui est partie avec des espoirs, d'accord ? Donc des jeunes majeurs qui se sont dit on a un organisme qui nous propose de nous en sortir. Certains s'en sont sortis, tant mieux pour eux, mais d'autres témoignages, il en existe peu parce que je pense que ces adultes aujourd'hui qui approchent de la retraite ou qui sont retraités ont envie de laisser cette part d'histoire douloureuse derrière eux. C'est comme quelqu'un qui est détenu, qui ne veut plus qu'on lui parle de sa détention. Mais c'est une jeunesse, quoi qu'il arrive, qui venait pour l'emploi ici. Voilà, nous nous trouvons, je vous le disais, à l'Assemblée, ici, salle Victor Hugo, pour ce colloque 60 ans du Bumidum, hommage aux travailleurs de l'outre-mer, que peut présider Olivier Servat, accompagné également du président du groupe Lyot. Alors, pourquoi ce colloque sur le Bumidum ce soir à Paris, M. Olivier Servat, qui est député, je rappelle, de la Mais vous savez, au terme de 60 ans d'expérience, lorsque l'on discute avec les personnes qui ont eu à vivre, parfois à subir ce bureau d'émigration outre-mer, le Bumidum, on sent déjà parfois une forme de souffrance. Il y a aussi eu des joies, mais beaucoup aussi d'interrogations qui se posent. Alors c'est vrai que ça a duré 40 ans. Et puis, peu de gens connaissent quelques raisons fondamentales pour lesquelles il y a eu cette migration. Alors déjà, migration, ça fait mal. Migration, immigrés étrangers, alors qu'il s'agissait de Français issus des territoires ultramarins. Première remarque, je n'ai pas moi-même vécu le Bumidum, ni mes parents, mais je dois dire que les témoignages que j'ai eu à connaître m'ont touché beaucoup, et c'est pour cela qu'avec les équipes, avec aussi l'association qui fait un très beau travail que vous allez sûrement interroger tout à l'heure, nous avons voulu co-construire ce colloque. Premièrement, on comprend que l'émigration a eu lieu pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il fallait diminuer la pression sociale dans les territoires ultramarins où il n'y avait pas de travail.
donc permettre aux jeunes d'avoir des perspectives. Ça part de bons sentiments. Sauf que ça a vidé, ça a saigné nos territoires et ça a aussi eu comme volonté, je crois, sous-jacente, de diminuer la pression sociale violente qui pourrait s'exprimer dans ces territoires où s'il y avait de la misère, dans des territoires où il n'y a pas de travail, ça pourrait créer des tensions. Et puis, il s'agissait aussi de fournir des métiers en tension, on en parle actuellement dans la loi immigration-intégration, dans le territoire hexagonal. Et donc, il faut en parler parce que ces personnes l'ont vécu parfois durement dans leur chair, parfois avec des joies. Et c'est l'occasion, avec cette belle association où il y a un film, un documentaire qui a été monté, de pouvoir en parler. Je suis content, en tant que membre du groupe Lyotte, de pouvoir en parler. Olivier Servat, on en parlait avec l'association Songer, il y a une forme de tabou autour du Bumidum. Est-ce que le fait de sanctuariser en quelque sorte cette souffrance ici à l'Assemblée nationale, c'est une manière de briser ce tabou, cette honte parfois que ressentent les descendants du Bumidum? Oui, toute proportion gardée, ça m'a fait penser quand je regarde les témoignages et les réactions, parfois aux personnes qui ont fait la guerre et qui en sont revenues. Souvent il y a une forme de « je ne vais pas en parler ». C'est quelque chose de particulier. Bien évidemment, c'est pas la guerre, mais enfin, certains témoignages, c'est parfois le froid, c'est parfois le manque de soutien, le dépaysement, le déracinement, parfois aussi la difficulté d'adaptation, donc des souffrances. Rajouter à cela parfois du racisme, ça fait beaucoup et donc je crois qu'on doit pouvoir libérer la parole, en parler et commémorer aussi ces 60 ans. Il y a encore des conséquences de cette idée du Bumidum aujourd'hui, Olivier Servat, sur ces régions d'outre-mer, notamment Guadeloupe, Martinique et La Réunion? Oui, bien sûr. Souvent j'entends mes amis de certain âge parler de Bumidum, ils ne parlent plus de l'ADOM. Hein, l'ADOM, c'est l'Agence de mobilité pour les Outre-mer, ils parlent de Bumidum. Alors donc c'est resté bien dans les mémoires et on doit bannir ce terme, on doit en parler pour le bannir parce que migration, c'est un terme vraiment fâcheux qui nous renvoyait à une idée d'être ailleurs et d'être étranger à la France alors même qu'il s'agissait de Français. C'est pas un sujet national, Monsieur Pancher, est-ce que vous étiez au courant de cette histoire du Bumidum? Et pas du tout. Comme quoi il est important de réconcilier l'ensemble des Françaises et des Français avec leur histoire. Je pense que de reparler de ces événements, c'est très important pour nos amis antillais. C'est une forme de reconnaissance. C'est très important aussi pour l'ensemble des Françaises et des Français, pour bien comprendre les difficultés et les graves injustices auxquelles ont été confrontés tous nos compatriotes d'outre-mer. Si on fait en sorte de pouvoir se rassembler, il faut comprendre cette histoire commune, l'accepter. Je pense que si nous faisons ce type d'efforts mutuels, eh bien, nous serons encore beaucoup plus unis et nous affronterons beaucoup mieux notre avenir que nous le faisons actuellement. Véronique Larose, j'ai 43 ans. Mon père était guadeloupéen et ma mère est rayonnaise. Donc ils se sont rencontrés ici par le biais de leur métier en milieu psychiatrique. Lui comme infirmier, ma mère comme aide-soignante. Et à partir de là, ils ont eu 2 enfants, mon frère, 36 ans, et moi, Véronique, 43 ans. Vous êtes une enfant du Bumidum? On peut dire comme ça, en tout cas, une enfant de l'exil, puisque mon père, venu pour le service militaire, quoi qu'il arrive, a connu un déracinement, quoi qu'on en dise. Et surtout, en fait, moi, sinon, dans la vie personnelle, je suis travailleur social en milieu pénitentiaire depuis 17 ans. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que les situations d'exil, les chapitres migratoires créent quoi qu'il arrive de la souffrance. Alors il y a cette nécessité de vouloir une vie meilleure pour soi, pour les proches qu'on laisse au pays parce qu'on envoie de l'argent. Et je pense que c'est aussi l'idée d'essayer d'avoir cet espoir, encore une fois, d'une vie meilleure pour soi et pourquoi pas pour la famille qu'on va construire ici. Et donc la grosse problématique, d'après moi, c'est se déplacer, c'est finalement avoir un questionnement pour toute sa vie. Où est ma place? Est-ce que ma place est ici? Est-ce qu'elle est là-bas? Sauf que la vie, elle passe sans vous là-bas. La famille évolue, le voisinage aussi, le pays aussi, avec ses propres problématiques sociétales. Et finalement, retourner en vacances, ce n'est pas la même chose que retourner pour de vrai. Et donc pour les bumidomiens, on les appelle comme ça, pour les bumidomiens, la problématique actuelle pour ceux qui sont encore vivants, qui sont encore parmi nous, c'est qu'ils sont soit à la retraite ou ils vont l'être. Et le questionnement, quoi qu'il arrive, ça va être je retourne ou pas.
Et en fait, qu'est-ce qui est sous-jacent? C'est la question de se dire où vais-je vieillir, mais on va faire rimer aussi où vais-je mourir. Votre mère vous a parlé de souvenirs précis lors de son départ vers l'Hexagone. Alors en fait, l'indice que j'ai eu, avec mon frère, on a 7 ans de différence, donc l'indice que j'ai eu, c'est que je sentais une très très grande souffrance. Et j'essayais d'identifier l'origine de cette souffrance. Et puis je comprenais aussi qu'on avait des origines. Donc je lui posais des questions. On allait par le biais des congés bonifiés à La Réunion, donc dans notre famille. Et c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai compris qu'elle est venue ici parce que justement, elle envisageait d'étudier, d'ancrer une partie de sa vie et pensait qu'elle allait revenir. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et j'ai toujours senti que ce déracinement, c'était une partie d'elle qu'elle avait laissée, quoi qu'il arrive, à La Réunion, avec des bons et des mauvais souvenirs, parce qu'elle vient d'une famille très modeste, d'agriculteurs. Et c'est vraiment la Réunion tradition que j'adore, parce que c'est une réunion où on a beaucoup donc l'idée de l'effort, l'idée d'un certain rapport à la terre. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de la notion physique de déracinement de notre mère. Et ce qui me peine dans le Bimidum, c'est qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Alors peut-être que l'époque ne le voulait pas ou ne le pouvait pas, mais cette approche thérapeutique, il n'y a pas eu en tout cas par exemple de tutorat. Même si ce n'était pas un accompagnement thérapeutique comme on en parle aujourd'hui, mais au moins que ces jeunes exilés aient un tuteur qui leur permet d'avoir une guidance en France et qui leur permettent aussi d'avoir un peu de réconfort, puisque quelqu'un qui aurait été tuteur sait de quoi on parle quand on parle du pays, quand on parle de certaines traditions, quand on parle créole. Parce que ça aussi, les langues créoles font partie des choses qui rendent vivant cette créolité et qui rendent vivant ses origines. Donc ça aussi, j'aime beaucoup quand ma mère nous parle en créole. Après, c'était pas très drôle quand elle désignait tout notre état civil, parce que quand elle me disait tout mon état civil, je savais bien que j'avais peut-être avoir des problèmes. Donc voilà, mais ça fait partie effectivement des choses que je suis contente de voir évoluer en termes de connaissance et de reconnaissance. Ce déracinement vous a toujours suivi moralement, psychologiquement? Oui, parce que la souffrance de ma mère devient à un moment donné, quoi qu'il arrive, la mienne aussi. Parce que la soutenir, c'est être conscient de cette souffrance persistante. Elle a 66 ans aujourd'hui. Je vois que c'est une femme... que j'admirerais toute ma vie et pour qui j'aurais toujours de la reconnaissance, parce qu'elle s'est sacrifiée pour nous. En tant qu'aide-soignante, elle n'a pas compté ses jours de travail, les jours fériés, les week-ends, les fêtes. On n'avait pas tout, mais sincèrement, on a manqué de rien, mon frère et moi. Et ça, pour moi, ce sera toujours une reconnaissance. Et pour elle, je pense que c'est aussi une étape importante de donner un témoignage rayonnais, parce que c'est vrai que pour les Bumidomiens, beaucoup d'Antio-Guyanais ont accepté de parler, mais dans toutes les lectures que j'ai pu faire, je n'ai pas connaissance de Rayonnais. Alors peut-être que je me trompe, sincèrement, mais en tout cas, je n'ai pas eu connaissance de Rayonnais qui ont accepté de parler de ce type d'exil. Les enfants rayonnais de la Creuse en parlent parce qu'on leur a laissé le droit de le faire, avec aussi une députée qui s'est énormément engagée sur ce sujet, Erika Barrett. Et je me dis, maintenant, on va aussi penser aux autres exilés de l'initiative de Michel Debré. Les autres, c'est cette jeunesse qui est venue avec tous ses espoirs, avec toute cette foi en eux-mêmes et en la France. Pourquoi 60 ans après, c'est important justement d'en parler? Ça a longtemps été un tabou. Pourquoi c'est important de le verbaliser? Alors le verbaliser, ça fait partie aussi d'une façon, je pense, je ne peux pas généraliser, mais en tout cas, je pense que c'est aussi une façon d'exorciser quelque chose qui a détruit beaucoup de personnes. Pour donner un exemple un peu triste, mais réel, c'est qu'il y a des jeunes filles qui étaient vraiment dans un mal-être terrible, qui se sont suicidées dans le cadre de cet arrachement. Beaucoup de jeunes filles, malheureusement, sont tombées dans des réseaux très intéressés qui les repéraient en termes de prostitution. Et on a aussi beaucoup de personnes en situation d'exil qui
avec le recul, je pense, ont développé des troubles dépressifs et les addictions sont arrivées très vite. On va parler d'alcool, mais on va parler aussi d'antidépresseurs, donc des façons en fait d'essayer d'anesthésier une certaine souffrance, mais quoi qu'il arrive, une souffrance qui est là. Donc oui, cette souffrance, je l'ai vécue de plein fouet parce que je repérais le mal-être de ma mère, surtout à certaines périodes de l'année, des dates comme la date anniversaire de sa venue ici, le 7 septembre 1976, l'anniversaire de sa propre mère, l'anniversaire de son propre père, les fêtes de fin d'année. Donc quand elle me raconte le premier Noël qu'elle a fait ici en dégustant, si je puis dire, des biscottes avec d'autres pensionnaires qu'elle, venus de la Réunion au Père-Lachaise, je me dis c'est terrible en fait. C'est une solitude qu'on n'ose même pas imaginer parce qu'à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour créer une immédiateté de communication. Ma mère, elle me raconte qu'elle écrivait des lettres qui mettaient 1 mois à arriver. Donc 1 mois à arriver, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en 1 mois, il peut se passer de bonnes comme de mauvaises choses. Et ça fait partie, oui, d'une souffrance, je pense, qui la suivra jusqu'au bout. Mais si on peut essayer de l'atténuer, mon frère et moi, et si ce documentaire lui permet d'exorciser quelque chose, je suis contente pour elle. O News Radio sur outremernews.fr.